Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. La Commission électorale nationale autonome Sénat présente le calendrier électoral aux partis politiques. C'est la substance de la rencontre tenue ce mardi et qui a permis à l'institution d'expliquer aux acteurs politiques ce qu'elle attend d'eux en termes de rôle et de responsabilité pour la bonne tenue du scrutin du 11 avril 2021. Les détails dans ce journal. Relance, renouveau et résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable, c'est le thème de la journée internationale des douanes célébrée ce mardi. Les manifestations officielles au Bénin ont eu lieu à la Direction générale des douanes et droits indirects, occasion pour les responsables de l'administration douanière de faire le point des prouesses enregistrées en 2020 et de s'engager pour de meilleurs défis en 2021. Petit à petit, le rêve prend corps. Le projet de construction d'un échangeur à Védocor à Cotonou se précise à travers des échanges de notes entre le Bénin et le Japon ce mardi dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Il s'agit d'une signature de 4 documents qui prennent aussi en compte un projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement. Rendu public le 11 janvier dernier, le calendrier électoral est présenté aux partis politiques. Cette rencontre initiée par la Sénat s'inscrit dans la dynamique d'une série d'échanges avec toutes les parties prenantes du processus électoral. Avec les partis politiques, il était question de partager les préoccupations et les probables suggestions pour la bonne tenue de l'élection prévue pour le 11 avril 2021. La rencontre a eu lieu ce mardi au Champ d'Oiseaux à Cotonou. Narcisse Alosset pour le compte rendu. Conviés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, les responsables et représentants des partis politiques s'imprègnent du calendrier électoral et des conditions de participation à la présidentielle du 11 avril 2021. Deux communications sont animées pour situer les partis politiques et leurs candidats sur le rôle et les responsabilités qui leur incombent dans ce processus électoral. Les pièces à fournir sont réparties en deux catégories, à savoir les pièces communes et les pièces individuelles. Au niveau des pièces communes, il y en a trois, comme je disais. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature, qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, sexe, etc., du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les deux et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions au niveau du Trésor, et que cette quittance soit fournie également au dossier. Donc voilà les trois pièces qui sont communes pour le duo. Au niveau des pièces individuelles, nous en avons 7. Donc nous avons premièrement la copie légalisée de la carte d'électeur, nous avons la copie légalisée du certificat de nationalité, nous avons le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire, et une copie légalisée de l'extrait date de naissance, quatrième pièce, cinquième pièce, certificat de résidence. Sixième pièce, il faut quitus fiscal des 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Et puis enfin, la dernière pièce qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat, puisque c'est une pièce individuelle, n'est dans aucun cas d'inéligibilité. Au terme des deux communications, les partis politiques ont exprimé diverses préoccupations. Pendant que certains parlent d'élections exclusives en raison de la loi sur le parrainage, d'autres s'inquiètent pour la qualité des agents recrutés par la Sénat. Occasion pour le président Emmanuel Tiando de préciser que la Sénat ne peut sortir de son cadre d'intervention, à savoir organiser l'élection dans le strict respect du code électoral. Ne demandez pas à la Sénat de faire autre chose que ce que la loi lui demande de faire. La loi a dit que pour cette élection, il y aura le parrainage. Tant que c'est la loi là qui existe, nous on va appliquer le parrainage. Si on n'applique pas le parrainage, mais il y a une catégorie qui va dire mais pourquoi ils ne respectent pas la loi? Pourquoi ils n'ont pas respecté la loi? Qu'est-ce que nous allons dire? Oh, notre devoir c'est de respecter la loi. J'en viens à la question du recrutement, c'est encore les mêmes problèmes. On nous fait un mauvais procès. On a besoin de 546 coordonnateurs d'arrondissement. Vous savez combien de candidatures on enregistre? Au moins 10 000 pour 546. Mais les 10 000 personnes ne peuvent pas.
être pris. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, ceux qui n'ont pas été pris disent quoi? Ils disent, bon ben, ils ont pris leurs amis. Ils ont pris leurs frères, ils ont pris ici et ça, et ils ne nous ont pas pris. La première raison, c'est d'abord le nombre qui ne permet pas de prendre tout le monde. Deuxième raison, c'est qu'il y en a qui se disent, mais moi je veux que les gens de mon parti soient là seulement. Ce n'est pas possible. Cette mise au point faite, le président de la Sénat et ses proches collaborateurs espèrent que les points d'ombre sont définitivement levés pour qu'ensemble, toutes les parties prenantes à ce scrutin jouent véritablement leur partition pour que triomphe la démocratie à travers le verdict des urnes. Dès lundi prochain, les partis politiques sont appelés à venir déposer les dossiers de leurs candidats pour la présidentielle du 11 avril 2021. Rencontre d'échange entre les membres du cadre de concertation du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée. La séance qui s'est tenue au Conseil économique et social hier lundi a été l'occasion d'adopter le compte-rendu de la dernière séance et du compte-rendu des opérations d'enrôlement. Au terme de la rencontre, le président du cadre de concertation, Augustin Tabekbian, le secrétaire Gilbert Bagana et Martin Vioutou Assogba donnent quelques explications. Ce sont des propos recueillis par Asomokani Assangwa. Nous venons de finir cette séance, notre avant-dernière séance, c'est bon de le préciser, parce que tout est bien qui finit bien. Nous nous acheminons progressivement vers la fin de notre mission. Et comme vous le savez bien, vous avez eu le calendrier électoral. Le 10 février, nous devons transmettre la liste à la Sénat. Le 27 janvier, nous devons procéder à la publication de la liste. Le cadre de concertation a été un cadre de facilitation. Ce cadre nous a permis d'avancer sûrement et dans la qualité. Monsieur le Président, vos conseils nous ont permis de faire mieux, de faire différemment et de partager tout ce que nous faisons avec toutes les couches. Nous avons fait le point de notre mission importante, la dernière mission importante de l'enrôlement des OMI. Et je pense, grâce à vous, grâce à ce cadre, nous avons senti qu'il restait des gens enrôlés que nous avons pu dénicher. C'est vrai, c'est le dernier COS, tous les Béninois qui doivent voter, nous sommes tenus, comme à notre prestation de serment, de leur garantir leur droit de vote. C'est ça. Nous avons fait ce point. Et nous tenons à vous rassurer, chers citoyens, que nous, le cadre de concertation, nous, le COS-LEPI, nous allons rester dans le respect du calendrier électoral. Et nous voulons aussi rassurer les Béninois de l'extérieur, avec la réforme de la carte diplomatique, que leur droit de vote sera toujours garanti. Ils vont voter. Ils sont dans la base. D'ici à là, ils seront situés sur les centres de vote où ils vont voter. Nous sommes en train de mettre en place une liste fiable, une liste transparente, une liste inclusive. Et les Béninois de l'extérieur aussi ne seront pas en marge. Tout le monde doit pouvoir voter. Et tous ceux qui n'avaient pas leur nom, on les a enrôlés. Et vous devez savoir que les cartes d'électeurs que nous avions serviront toujours pour le vote de 2021. Et toutes les cartes d'électeurs, une fois que vous avez une pièce d'identification, une pièce sur laquelle se trouve votre photo et que votre nom est sur la liste électorale, vous pourrez vous servir de cette pièce-là pour aller exprimer votre droit de vote. Et je voudrais une fois encore dire mes félicitations au président du COS-LEPI et son staff parce qu'ils ont abattu un bon travail. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes fiers d'avoir réussi à l'aboutissement heureux de notre mission.
Après les arrondissements de Diagbé et de Serron, c'était le tour d'Agbokba à Abomey de recevoir les messagers de la rupture. Les populations ont eu droit à une projection sur les réalisations du gouvernement dans le département du Zou, principalement celles dont a bénéficié la cité des Ouégbadiavi. L'initiative vise à vulgariser les prouesses du régime du nouveau départ en 5 ans de gouvernance. Voici le compte rendu signé Imet Hélène Amosso. Des séances de projection, non pour distraire, mais informer les populations sur les réalisations du gouvernement. L'initiative émane des messagers de la rupture. L'étape de ce samedi a conduit les organisateurs à Agbokba, un arrondissement de la commune d'Abomey. L'objectif des projections foraines, suivi de débats, reste et demeure la vulgarisation des acquis du quinquennat 2016-2021 du gouvernement du nouveau départ, rassemblés à l'école primaire publique de Dokon. Les populations sont venues de tous les quartiers. Elles ont salué la démarche et par la même occasion, félicité l'architecte du programme d'action du gouvernement, le Bénin révélé. Initiative mise en place par les messagers de la rupture qui permet de partager avec les populations du Zou les réalisations faites dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Nous avons choisi l'approche de proximité. Comme vous le savez, le chef de l'État a fait le tour des 77 communes du Bénin. Il n'a pas eu le temps d'expliquer dans chaque commune les détails des réalisations faites à l'intérieur de ces communes-là. Nous nous sommes donc engagés à passer d'arrondissement à arrondissement dans chaque commune pour présenter aux populations les réalisations, avoir leur retour. Démarré il y a 2 semaines devant le stade Omnisport à Goro, les projections foraines suivies de débats ont déjà eu lieu dans plusieurs autres arrondissements. L'étape d'Agbokba a permis une fois encore de mettre l'accent sur les projets exécutés au profit des différentes localités de la commune. Cette opportunité d'échange avec les citoyens a également servi de canal pour les persuader de la nécessité de continuer dans la même dynamique que celle entamée depuis 2016. Il y a 5 ans, le président Talon, lors de la campagne des élections présidentielles de 2016, avait fait un certain nombre de promesses au peuple d'Abomey, au peuple du Zou, de Boïkon, de Djidja, de Mouillon, etc. Alors, le moment est venu pour que nous rapprochions ces réalisations par rapport aux promesses qui ont été faites et voir si, en vérité, nous avons gagné énormément du pouvoir. Nous en sommes très contents, tout simplement parce que ce film-là a retracé toutes les réalisations du président Patrice Talon de façon générale et d'une manière spéciale. Ce film-là a mis l'accent sur tout ce qui a été réalisé dans le département du Zou. Après Abomey, d'autres communes du département du Zou vont aussi recevoir les messagers de la rupture. À la fin de la tournée, les populations disposeront des arguments nécessaires pour accompagner le chantre du nouveau départ dans sa volonté de briguer un second mandat. Le nouveau visage de la ville de Porto Novo et bien d'autres réalisations à mettre à l'actif du régime en place émerveillent les habitants de la ville capitale. Ils se réjouissent des changements d'habitude et les effets des réformes engagées depuis 2016 sous l'impulsion du président Patrice Talon. Nous allons suivre les impressions de quelques personnalités. On a eu ici un programme de réhabilitation de la ville et on avait nommé pompeusement un de nos anciens grands-mères de la ville, Feu Pierre Agondanou, qui était le conseiller spécial à la réhabilitation. Et puis la réhabilitation s'était réduite à son bureau et au siège du conseiller. Et puis après, on a créé l'agence de réhabilitation de la ville de Porto Novo, qui n'a pas débouché sur grand-chose. Et donc, je suis d'accord que pendant longtemps, on n'a fait que flatter les Porto-Noviens en leur faisant miroiter des choses qui ne sont jamais devenues réalité. Et c'est évident que parmi tous les présidents de notre République qui sont succédés, celui qui a fait le plus pour réhabiliter Porto Novo et lui redonner ses attributs de capital, c'est le président Patrice Athanase Guillaume Talon. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est lui qui a rétabli Porto Novo dans ses attributs de capital.
C'est lui qui, en moins de 3 ans, a changé le visage de notre ville capitale du tout au tout. Un fils de Porte-Nouveau qui a quitté la ville il y a 15 ans pour aller peut-être s'établir à l'étranger ou bien pour des études, s'il revient, c'est difficilement qu'il va reconnaître sa ville. Par exemple, il n'était pas facile de rallier l'hôtel Beau Rivage à des quartiers comme Louo pour aller jusqu'à Topotalaba. C'était un véritable calvaire. Vous passez dans cette zone aujourd'hui, c'est vraiment la grande joie. C'est avec grande aisance et beaucoup de bonheur qu'on peut maintenant circuler dans ces zones-là. De la même manière, la voie, ce qui est la voie centrale de la ville, celle qui divise pratiquement Porte-Nouveau en 2 parties, est et ouest, et qui longe les rails, cette voie maintenant s'est métamorphosée. Donc vous pouvez partir de la gare de Pobet maintenant pour aller jusqu'à Dodji, ou bien même rallier la voie des cinquantenaires, avec beaucoup d'aisance aujourd'hui, et bien d'autres aménagements que la ville a accueillis et qui l'ont métamorphosé. Si M. Patrice Talon se sent toujours vigoureux, se sent toujours apte pour tenir encore les rênes du pays pendant encore 5 ans, moi je n'y vois aucun inconvénient. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et je crois que le président, il aura peut-être appris même de son premier mandat. Et c'est sûr qu'au cours du second mandat, il va encore s'améliorer et faire encore mieux que ce qui avait été fait au cours du premier mandat. C'est ce que nous avons toujours souhaité pour notre capitale, pour la capitale du Bénin. Mais malheureusement, ce n'a pas été le cas jusque-là. Nous avons eu quelques infrastructures. Mais ce que nous avons depuis ces 3 dernières années, c'est vraiment spectaculaire. Et ça nous fait beaucoup plaisir à Porte-Nouveau. Et ce qui est encore bien, c'est qu'au niveau de ces routes sont également illuminées par les lampadaires. Et ça, c'est vraiment la cerise un peu sur le gâteau, parce qu'on avait entre-temps beaucoup de cas d'insécurité au niveau de la ville, où tout le monde a peur. À 20h déjà, 19h, chacun rentre déjà avec ses motos à la maison. Mais aujourd'hui, avec ces routes, déjà, on a moins de casses, moins d'accidents. Quand vous prenez par exemple face à Songhai, malheureusement, c'est tous les jours l'accident sur cette voie, juste en face, parce que c'est vraiment en état de dégradation totale. Mais aujourd'hui, c'est la double voie qui passe sur cette voie et qui va vers Misrité et qui fait la fierté de tous les Porte-Nouviens. Et donc, sur la base de cela, moi, je dis, il faut que cela continue, il faut que ça puisse continuer et que nous ayons encore plus. Si nous avons pu avoir tout ça en 3 à 4 ans, mais je pense qu'en 10 ans, nous aurons bien beaucoup plus. Et le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il dit, mais au contraire, ce qu'il dit, il le fait. Et des fois, même, il ne dit pas, il vous fait la bonne surprise. Là, on n'a pas trop parlé autour, mais finalement, on a eu de bons résultats. Je pense qu'on peut encore faire confiance au chef de l'État et lui demander vraiment humblement de continuer la route avec nous. Dans un tout autre registre, nous allons à présent parler de la première sortie de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin au lendemain des élections professionnelles. Elle a organisé un point de presse ce mardi à la Bourse du Travail de Cotonou. La deuxième plus représentative organisation des travailleurs en République du Bénin fait donc le débriefing du scrutin et félicite tous ceux qui lui ont fait confiance en lui accordant le suffrage nécessaire pour mieux jouer le rôle de défenseur des droits des travailleurs. Les détails avec Asomokani Asombo. De cette 3e édition des élections professionnelles, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin sort heureuse. Elle l'exprime au cours du point de presse fait le mardi 26 janvier devant ses membres. Les résultats sont satisfaisants pour la CSA Bénin qui réalise un score de 48,07% dans le secteur privé et parapublic et devient la seule organisation représentative dans ce secteur. Elle a ainsi amélioré de 7 points ses performances de 2006 qui étaient de 41,16%. Dans le secteur public, la CSA Bénin est passée à un taux de 16,55%
en 2021 contre 11% en 2006. La CSA Bénin se dit particulièrement fière d'avoir réalisé ainsi un taux de représentativité de 23,08% contre 18% en 2006. Pour le secrétaire général Anselme Amoussou, la CSA Bénin est le pionnier d'un syndicalisme qui ne fait pas peur aux entreprises et aux employeurs et que ne craignent plus les parents d'élèves et les usagers des centres de santé. Les résultats obtenus s'expliquent sur plusieurs points. Nous avons gagné parce que nous avons compris quelle est notre mission auprès des travailleurs, sans pour autant oublier celle que la nation attend de nous. Nous avons gagné parce que nous avons su convaincre de plus en plus de travailleurs à concilier la double besogne du syndicalisme, à savoir les devoirs et également les droits. C'est en s'attachant à mieux tenir les deux bouts de cette mission que nous défendrons au mieux l'intérêt des personnels et des unités de production. La Confédération prend l'engagement de maintenir le cap et de ne pas renoncer à sa conviction. Pour ce faire, des défis attendent cette organisation syndicale. Le défi de la formation et de l'éducation ouvrière, le défi de l'autofinancement de l'action syndicale, le défi de la bonne gouvernance globale des organisations syndicales, le défi de la communication responsable et de la responsabilité dans l'action publique. Le syndicalisme doit rassurer le salarié et son employeur. Nous devons poursuivre notre action de promotion du dialogue social et de la négociation. Nous devons explorer toutes les voies d'innovation dans les stratégies de lutte. La CSA Bénin se dit prêt à entretenir les rapports de proximité avec ses équipes de terrain, puis veiller au bon fonctionnement de ces instances décentralisées et déconcentrées. Célébration ce mardi de la Journée internationale des douanes. Les manifestations officielles ont eu lieu à la Direction générale des douanes et droits indirects. Le thème retenu pour cette année est « Relance, renouveau et résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable ». Occasion pour les responsables de l'administration douanière de faire le point des prouesses de 2020 et de s'engager pour des défis de 2021. La cérémonie a été couplée avec le port de galin de certains agents des douanes promus. Clément Tchadé pour les détails. Les disciples de Saint Matthieu du Bénin sacrifient à la traditionnelle célébration de la Journée internationale des douanes. Et pour cette édition, la Direction générale a mobilisé l'ensemble des acteurs de la douane autour des activités entrant dans le cadre des manifestations officielles. Au-delà d'une simple célébration teintée de discours, le directeur général des douanes et droits indirects, Dr Charles Inoussa Saka et les siens, ont fait le point du chemin parcouru au cours de l'année écoulée avant de faire des projections sur l'année 2021. À cet effet, la première autorité de la structure a exposé les performances de l'année 2020. Depuis juillet 2016, notre administration, sous l'impulsion du gouvernement, a amorcé une crielle de réformes pilotée en parfaite intelligence avec nos partenaires techniques, Bénin Control, Webfontaine, le Fonds monétaire et bien d'autres. Nous voici en route pour faire de l'administration des douanes béninoises l'une des plus modernes de la sous-région à l'horizon 2021 et améliorer donc le climat des affaires dans notre pays à travers la mise en place de procédures innovantes au niveau du commerce transfrontalier. Au titre des résultats de l'exercice 2020, sur une prévision révisée de 328 milliards, les douanes béninoises ont réussi à mobiliser environ 356 milliards, ce qui correspond à un taux de réalisation de 108%. Et ça s'applaudit, chers collègues. Les résultats élogieux de 2020 sont la résultante de l'énergie intelligente collective, la cohésion, l'abnégation et le dévouement du travail de tous. En ce moment solennel, nos remerciements vont et nos prières aussi à l'endroit du président de la République, M. Athanase Patrice Guillaume Talon, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances, M. Robia Douadaï,
pour leur soutien sans faille. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de tutelle représentant le ministre de l'économie et des finances a salué les belles performances réalisées par les douanes béninoises durant ces dernières années. Pour ce dernier, cette dynamique doit continuer pour assurer la bonne santé de l'économie mais aussi son financement par les ressources intérieures. L'administration des douanes a un corps d'élite. Ceci en raison du rôle capital qu'elle joue dans la mobilisation de ressources au profit de l'État et la sûreté du territoire pour faire face aux besoins et aux défis de développement. Dans cette logique, chaque douanier qu'on renforce a une sémence pour l'économie. Et cette formation s'est inscrite dans un contexte particulier de grandes réformes au sein de l'administration douanière. En effet, cette dernière est en pleine mutation, aussi bien sur le plan organique, professionnel, réglementaire que du point de vue de cette procédure. L'édition 2021 de la Journée internationale des douanes a été marquée par le port de galons aux agents des douanes qui ont connu de promotion et ceux de la promotion 2018 ayant suivi 2 ans de formation théorique et pratique. Il s'agit de 53 élèves de douane, 17 agents de constatation et un lieutenant-colonel. Une cérémonie de port de galons rehaussée par la présence des généraux et autres représentants des forces armées. Ouverture d'un séminaire des chefs de corps de l'armée de terre ce mardi à l'état-major des forces armées béninoises. Au menu des échanges, le bilan d'activité des participants suivi de la présentation des directives du chef d'état-major pour le compte de l'année 2021. C'est le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la défense nationale, qui a présidé la cérémonie officielle de lancement du séminaire. Le point avec Akime Ousseini. Des honneurs militaires pour un rendez-vous pédagogique et opérationnel, Fortuné Alain Noatin, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, apporte sa caution à la tenue de la 5e édition du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Ce séminaire de chefs de corps est une occasion pour vous, non seulement de faire la revue des principes essentiels de vos collaborations et d'asseoir des pratiques saines et bienveillante de votre façon de travailler, mais aussi un creuset de partage d'expérience. Messieurs les officiers, la nation vous est reconnaissante pour vos sacrifices. Mais tant qu'il reste à faire, dit-on, rien n'est fait. J'attends de vous que vous soyez davantage professionnels en tout temps et en toute occasion et un modèle d'intégrité. Le commandement des troupes est un art. Il requiert sens d'anticipation et d'engagement au devoir bien fait. Vu sous ce prisme, l'exercice qui court jusqu'au jeudi 28 janvier vise à outiller les chefs de corps qui, par la même occasion, présentent le bilan de leurs activités. Ce genre de séminaire que nous faisons de façon annuelle impacte beaucoup les troupes et on sait que pendant qu'on fait ces séminaires, les chefs de corps ils acquièrent beaucoup de connaissances et ils les retransmettent dans les unités. On a aussi créé au sein des corps ce qu'on a appelé les présidents de corps. Jusqu'à l'année passée, c'était des présidents de catégorie. Le CEMAT va les rencontrer bientôt. C'est des gens par catégorie de personnel militaire qui veillent à la cohésion dans les unités. Donc, on sent quand même, depuis que le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Fructueux Baguidi, depuis qu'il a pris le commandement en octobre 2016 et qu'il a commencé par organiser ce genre de séminaire, que les comportements et le rendement dans les unités, ça s'est beaucoup amélioré. Le séminaire des chefs de corps ainsi qu'il a été précisé colle à la peau du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Fructueux Baguidi, qui a pensé dès sa prise de commandement l'instauration de ce cadre d'échange et de partage d'expériences. Les eaux du golfe de Guinée et la partie béninoise sont de plus en plus attaquées par les pirates de mer. La question sécuritaire sur nos eaux est donc précaire et les réflexions se multiplient à l'effet de renforcer le dispositif de l'espace maritime du Bénin. Pour le compte donc de cette année 2021, la Marine nationale a prévu des entraînements de son personnel, des manœuvres marines et des tests sur ses équipements.
L'essentiel démarre demain mercredi, nous explique ici le capitaine de vaisseau Jean-Léon Olatunji, chef d'état-major adjoint des forces navales. Suivant. Le développement de l'économie maritime est subordonné au développement de la sécurité maritime. Or, depuis quelques années, le golfe de Guinée, l'espace maritime qui s'étend du Sénégal à l'Angola, est soumis à la recrudescence de la criminalité, à la piraterie maritime et à toutes sortes de trafics illicites en mer. Notre pays, le Bénin, n'échappe pas à tous ces fléaux qui nuisent considérablement au développement de l'économie maritime chez nous. Face à cette situation, la Marine nationale béninoise est interpellée pour apporter la quiétude nécessaire pour une exploitation en toute confiance de notre espace maritime par les usagers. Pour ce faire, la Marine nationale a besoin des hommes entraînés, des équipements opérationnels et d'être sûr d'apporter la sérénité requise au cours des différentes missions de sécurisation de notre espace maritime. Pour y arriver, nous entraînons nos personnels, testons nos matériels de façon régulière chaque année à l'occasion des manœuvres maritimes sur différents thèmes. Ainsi, au titre de l'année 2020, la Marine nationale organise du 27 au 29 janvier 2021 une manœuvre maritime dénommée Espadon, dont le thème est « Tolérance zéro pour l'insécurité maritime dans les eaux béninoises ». Le but de cette manœuvre est de nous donner l'occasion de faire le point sur la capacité opérationnelle de nos personnels, de nos matériels, de stimuler en nos personnels le réflexe et le goût de l'action dans le cadre des différentes missions de sécurisation. Ainsi, durant 3 jours, c'est-à-dire à partir du 27 janvier, cette manœuvre Espadon se déroulera en 4 scénarios. Le premier jour, nous aurons 2 scénarios. Un scénario dans la matinée qui consiste à un exercice de piraterie maritime dans la rade de Cotonou. Et dans l'après-midi, nous aurons un deuxième scénario qui consiste à un exercice sur la sécurité, l'incendie et les voies d'eau à bord d'un patrouilleur stationné à quai. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 28 janvier, nous aurons un 3e scénario. C'est un exercice de tentative de sabotage des installations de la fibre optique et du gazoduc. Et enfin, le 3e jour de cet exercice, ce sera le VIP Day. À cette occasion, la manœuvre sera clôturée en présence des autorités à divers niveaux par un exercice de sécurisation de plateformes pétrolières en mer contre les actes de sabotage aux environs de Sémékouji. Au total, l'objectif global recherché, c'est de préparer le personnel et le matériel à avoir des capacités opérationnelles pour garantir un espace maritime béninois sécurisé et sûr pour un développement harmonieux de l'économie maritime de notre pays. Je l'annonçais en titre, le projet de construction d'un échangeur avec Doko à Cotonou se précise davantage. Le Bénin et le Japon viennent de procéder à des échanges de notes pour la réalisation de cette infrastructure. C'est à la faveur d'une signature de 4 documents qui comprennent aussi un projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. La cérémonie de signature s'est déroulée ce mardi matin dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Suivant. Pas de poignée de main, les gestes barrières à la Covid-19 obligent, mais Para fait échange de documents et le Japon marque son accord à accompagner le Bénin pour la réalisation de 2 projets. Il s'agit de la construction d'un échangeur au carrefour de Vedoko, un des quartiers de Cotonou, et le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Le financement de ces 2 projets s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon. La réalisation des 10 projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable
au Bénin. La présente cérémonie traduit la volonté et l'engagement de la JICA d'accompagner le Bénin dans sa marche résolue vers le développement, marqué depuis 2016 par le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, mis en œuvre de façon méthodique. Si le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable permettra de desservir près de 150 000 personnes dans les communes de Sakété, Aplahoué, Djakotome et Dogbo, celui de la construction de l'échangeur de Védoke, lui, contribuera à améliorer le flux de la circulation à ce carrefour. Je voudrais vous dire que le gouvernement du Bénin est particulièrement sensible à cet acte que nous posons. Nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous portez à nos priorités de développement. Réaliser l'échangeur de Védoko, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. Mais lorsque l'on développe la route, on peut avoir soif. On a soif et on a besoin de boire de l'eau. On a besoin aussi d'eau pour nos populations sur toute l'étendue du territoire. Et là aussi, vous avez été attentifs à ce que nous avons souhaité alimenter toutes nos populations en eau potable. Le coût de ces deux projets est estimé à plus de 19 milliards de francs CFA, dont plus de 18 milliards de francs CFA pour la construction de l'échangeur. Un ouvrage qui prévoit un passage supérieur d'une fois 2 voies et des voies passant sous le passage supérieur. La livraison de l'infrastructure est prévue pour juin 2023. Les modélistes et stylistes béninois ont organisé leur première assemblée générale ordinaire de l'année 2021. Une cinquantaine d'entre eux se sont retrouvés à Cotonou ce lundi pour faire un premier bilan du nouveau bureau qu'ils ont élu. Occasion pour partager certaines informations avec l'ensemble des membres de l'association des créateurs de mode du Bénin. Les détails avec Assimokani Assiomo. 6 mois après son installation, le nouveau bureau de l'association des créateurs de mode du Bénin fait son bilan. À cette assemblée générale ordinaire, il ressort que nombre de choses ont été faites en si peu de temps par le bureau dirigé par Félicien Holonou Casterman. Le bureau élu, conduit de main de maître par son président Félicien Casterman, a déployé son plan d'action sur 6 mois, grâce auquel nous avons eu droit au recrutement d'un secrétaire exécutif dont la mission est la gestion administrative et la coordination des tâches de l'ACMB sous la supervision directe du secrétaire général. À la composition de son cabinet, constitué de 3 postes clés, responsable aux relations publiques, responsable à la formation et responsable à la communication, à l'aménagement du siège de l'ACMB qui a consisté à l'achat d'un bureau, d'un ordinateur portable et des matériels de bureau pour le fonctionnement du secrétariat exécutif. Dans la même dynamique, le bureau a réalisé une enseigne pour la visibilité de l'association et l'accessibilité à son siège. L'autre innovation à l'actif de ce bureau, c'est l'institution de décoration des membres. Et pour cette première édition, 8 personnes ont été désignées. J'ai décidé, le bureau et moi naturellement, d'accréditer certains collègues aînés. Je me suis dit, tant que vous ne serez pas honorés, décorés, je n'aurai jamais la chance de l'avoir. Parce que je rêve, un de ces jours, rester debout, qu'on me pique mon habit, à me décorer. J'ai dit, je vais toucher du fin fond du cœur à nos dirigeants pour qu'ils puissent penser à vous, enfin qu'on puisse penser à moi aussi. Occasion pour les heureux du jour d'exprimer leur satisfaction. Si déjà au sein de notre association, le bureau actuel appréhende la nécessité de décerner ce prix, cette distinction aux méritants, eh bien, je leur tire chapeau. Je les félicite beaucoup. J'avoue que j'ai été surprise et c'est un geste qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une reconnaissance du travail que nous créateurs nous faisons. La CMB envisage d'avoir une boutique où tous les membres pourraient avoir leur création. Aussi, le site de l'association sera-t-il bientôt disponible? Le bureau entend ainsi rendre plus visible encore la CMB.
Des experts comptables de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA planchent depuis lundi à Cotonou pour l'obtention du diplôme d'expertise comptable et financière. C'est à la faveur de la 3e session des journées techniques du DECOFI, près d'une semaine de réflexion pour renforcer les connaissances déjà acquises. Les travaux se déroulent à Zalaï Hôtel de la Plage. Voici le compte rendu de Narcisse Alossé. Des stagiaires experts comptables de la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA en plein examen final de leur cursus. Il s'agit de la 3e session des journées techniques du diplôme d'expertise comptable et financière. C'est un examen qui permet aux stagiaires qui ont validé leurs 9 journées techniques, soit 360 heures de formation et 3 ans de stage, de venir faire une épreuve écrite, un grand oral, un oral d'anglais et de soutenir leur mémoire pour avoir maintenant leur diplôme d'expert comptable et avoir le droit de pouvoir s'établir partout en UEMOA avec le titre d'expert comptable diplômé. Ce diplôme vient surtout au bout d'un cursus LMD qui comprend 3 autres grades, le DECOGEF pour le niveau licence, le DESCOGEF pour celui de master et le DECOFI pour le niveau doctorat, objet de ces journées techniques. Et la formation, comme vous devez le savoir, est conçue aujourd'hui pour être la formation du professionnel et de tout professionnel d'ailleurs, surtout au long de la vie humaine. Donc vous serez toujours en train de courir, de chercher la connaissance, la formation, tout au long de votre vie. Ces hommes et femmes visent donc le sommet de la pyramide des intellectuels dans leur secteur d'activité. Tout comme ceux présents dans cette salle, plus d'une centaine de candidats issus de 6 autres pays de la zone UEMOA planchent par visioconférence pour l'obtention de ce diplôme. Le Bénin lui s'honore d'être une fois encore l'hôte de la sous-région. Nous sommes un ordre participant au Forum des ordres de l'UEMOA, mais également qui a présidé le CPPC pendant 2 ans et demi. 2 ans et demi, de 2018 à 2020. Et ce CPPC, c'est par définition le Conseil permanent de la profession comptable. Et dans le contenu, c'est la Fédération des ordres des experts comptables de l'UEMOA. Nous avons donc une grande partition à jouer dans les enjeux régionaux. Et cette édition des JT en fait partie. Pendant une semaine, du 25 au 31 janvier 2021, ces docteurs des entreprises suivront une série de formations sur le co-commissariat, sur les normes IFRS, avant de préparer les différentes épreuves de l'examen final. Et une fois ces étapes franchies avec succès, ils pourront enfiler la toge d'experts comptables, capables de servir partout où ils seront sollicités. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.